Contrevent saison 2, ça commence maintenant. Pour vraiment le 1er janvier, il neigeait tellement que les remontées mécaniques étaient fermées et on était en plein après-midi, ça faisait 2-3 heures qu'on jouait aux cartes et du coup on a eu l'idée à un moment de se dire clairement on voulait envoyer des cartes postales, il neigeait, il fallait aller au village pour retrouver une carte postale qui allait pas forcément nous plaire. On a des photos sur notre téléphone, la qualité des photos commence à être plutôt pas mal, donc potentiellement on pourrait peut-être en faire des cartes postales. Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon@moon-moon.fr si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire 3 choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-podcast. Ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. À bientôt. Et c'est important l'esprit raison d'être sur un projet. Je pense que c'est une question peut-être qu'on pose pas assez. On parle plutôt de réussite, je pense, entrepreneuriale, mais plus de pourquoi du vrai leitmotiv qu'il y a derrière l'entrepreneuriat, quoi. Le boss de The Base pour lui dire écoute, voilà mon plan, j'avais un plan super défini pour lui dire voilà pourquoi faut que je sois directeur commercial. Pareil, j'étais beaucoup plus jeune que les autres et il m'a dit écoute, et ça m'a marqué, il m'a dit écoute, c'est pas tes clients, c'est mes clients, mais c'était pas dans ce ton si négatif, mais moi à l'époque ça m'a beaucoup impacté et je me suis dit en fait il a peut-être raison dans ce qu'il est en train de dire, mais du coup c'est peut-être pas fait pour moi là où je suis tout de suite, et si on veut pas me laisser, si on me laisse pas pousser, c'est pas forcément là où je suis bien. On a rencontré des gens plutôt intéressants qui nous ont dit à cette époque-là, regardez votre projet, vous n'avez pas besoin de lever, vous n'avez pas déjà vous n'avez pas les métriques pour pouvoir lever, et surtout pourquoi vous voulez lever, parce que tu vois, on avait 2 ans de chômage devant nous, on avait une croissance qui était plutôt correcte et on avait un modèle intéressant où les gens payent avant qu'on dépense, donc en allant à notre rythme, c'était pas forcément très cohérent de lever. Du coup, j'envoie un message à Romain Paillard parce que je lui dis il faut absolument qu'on y soit, et on est 2, donc faut que tu nous prennes tous les 2, et puis on n'a pas beaucoup de sous, donc faut que tu nous fasses un petit package quoi d'arrivée. Et du coup, Romain, voilà, on le rencontre, ça se passe super bien, il accepte. Salut Baptiste. Bonjour. Toujours bizarre de se redire bonjour alors que complètement. Ça fait déjà 20 minutes qu'on parle. La première question que je pose toujours, c'est si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire ? Qu'est-ce que je serais en train de faire à cette heure-là ? Je serais chez moi, parce que je bosse de chez moi, et je serais sûrement en call extérieur. 16-18, souvent en journée, je suis en call extérieur. Ok. Oui, parce que de toute façon, vous bossez énormément en remote chez Fizer, on va en parler un peu plus tard, donc tu peux bosser de chez toi ou de n'importe où. Oui, on peut travailler de chez soi. La deuxième question, elle est encore plus simple, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Ok, donc je m'appelle Baptiste Amin, j'ai 33 ans, je suis entrepreneur dans le web depuis 7-8 ans. Voilà, j'ai monté la deuxième boîte que j'ai montée s'appelle Fizer, c'est une application de carte postale. Voilà, je suis CEO cofondateur, et récemment j'ai lancé un nouveau projet avec ma femme, Juliette, où l'idée c'est on va peut-être en parler un petit peu après, mais c'est non, on va pas du tout en parler. On va pas en parler. Si, on va parler. De supprimer le plastique à usage unique de nos maisons. Notamment pour tout ce qui est shampoing, gel douche, etc. Voilà, exactement. On commence par la salle de bain. Je fais parce que c'est plus global, que vous voulez vraiment tout faire dans la maison autour de ce sujet-là avec Juliette, quoi. On a un projet assez global sur la maison, ouais, complètement. Okay. Bon, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Au top. Quand tu as pitché Fizer pour la première fois,
C'était où? C'était quand? C'était comment? Est-ce que c'était exactement ce que c'est aujourd'hui? La toute première fois, ça a un petit peu changé. Alors, c'était quand le dernier souvenir que j'ai, c'était sur une plage. En fait, quand on s'est lancé, les premières semaines, on est parti en Tour de France des plages avec Vincent, mon associé, et on se faisait interroger sur la plage par BFM. Ça, c'est l'un des souvenirs que j'ai parce que c'était le deuxième jour en fait. On avait un site complètement pété et on passait sur BFM. Il y avait même des tweets qui disaient mais arrêtez de nous parler de cette start-up là parce que c'est de la merde leur site quoi. Donc ça, c'est un des premiers souvenirs. Après, la première fois que je l'ai pitché, l'idée quand on l'a eu, c'était au ski, un peu bourré, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en parler quoi. Voilà. Attends, mais c'est génial ce truc de BFM là. C'est comment ils ont eu connaissance de votre projet? C'est vous qui les avez contactés? En fait, on est 3 associés sur le projet. Thibaut qui s'occupait plus du back-end, moi je m'occupais du front et du produit de manière générale, et Vincent lui il a attaqué directement tous les médias quoi. Et même BFM ils voulaient vraiment nous parler. Ils sont passés par ma grand-mère, tu vois, près de chez nous. Ma grand-mère a appelé mon père et papa m'a appelé pour qu'on ait un article sur BFM quoi. Enfin pour qu'on ait la vidéo quoi. Donc c'était assez marrant. Et d'où vous étiez en train de faire une tournée à ce moment-là sur la plage pour faire la promotion de Feezer, j'imagine? Ouais. Il y a peut-être des leaflets ou des bordels? Exactement. En gros, on était au démarrage. En fait, nous on est normands. On a commencé autour de Deauville et là on était à Cabourg, pas loin de chez nous, avant de continuer, et on a fait une tournée des plages pendant 1 mois et demi et on a fini à Saint-Tropez. En gros, on est parti avec une voiture, des flyers et puis là on s'en est pris plein la gueule pendant 1 mois et demi quoi, en gros. Comment vous avez puisqu'on y est, raconte-nous cet épisode. Du coup, les gens se sont dit mais en fait ça marche pas votre truc et tout, c'est ça? En fait, ça marchait pas trop. En fait, on avait aujourd'hui Feezer, c'est une application sur iOS et sur Android. À l'époque, qui fonctionne très bien aujourd'hui. Qui fonctionne bien. Il fonctionne un peu mieux, heureusement. Il y a 6 ans. Hein. Ouais, c'était il y a 6 ans et en fait, on avait une application web mobile que moi je m'étais occupé du front du site. Enfin, c'était pas, on n'avait pas l'expérience incroyable. On a eu pas mal d'inscrits, assez peu de gens qu'on transformait parce que en web mobile, charger sa photo, etc. C'était pas forcément très pratique et un petit peu long. Mais du coup, ça nous a quand même permis de nous rendre compte que même si des fois il y avait un peu de frustration, les gens kiffaient quand même globalement. On avait quand même quelques milliers d'utilisateurs. C'était pas non plus ridicule, mais ce qui était important à la fin de la tournée, c'était de vite sortir au moins l'application iOS, quoi. Est-ce que tu as toujours su que tu ferais de l'entrepreneuriat? Alors, je vais un peu spoiler la suite, mais tu as fait notamment un master 2 en entrepreneuriat. Dès que tu es sorti de ce master 2, tu as créé un projet dont on va parler un peu tout à l'heure. Est-ce que depuis que tu es tout petit, tu savais que tu allais faire ça? Comment c'est venu? Je sais pas s'il y avait cette définition d'entrepreneur. Je pense que ça vient quand même pas mal de mes parents. Moi, tu vois, on y est. Parce qu'on est dans les anciens locaux du business de ta famille. Exactement, qui sont qui sont maintenant les locaux de Feezer. Voilà, les locaux où tu as le centre d'impression de Feezer. Et oui, c'est vrai que je pense que cette passion d'entreprendre vient globalement de mes parents, où j'ai toujours bossé pour eux et pendant pas mal de temps. Après, je me suis aussi orienté sur ces études-là, juste après, tu vois, après, c'est quand même 22 piges, mais je savais que je voulais rapidement créer une entreprise. Est-ce que je savais pourquoi? Est-ce que je savais que j'allais en chier autant? Je sais pas, mais en tout cas, ouais, il y avait un petit côté entrepreneur assez jeune chez moi. Ok. Et tes parents, ils étaient ok avec ça? C'était un truc dont vous discutiez sur la quand tu as commencé à faire tes études, tu as été à l'université de Caen pour faire des études d'économie Ouais, en gros, études d'économie et puis master 2 entrepreneuriat, économie et gestion. Et du coup, ils étaient complètement contents que je crée une première boîte à Nantes, parce que du coup, je suis parti à Nantes pour créer un bureau d'études en environnement marin. J'avais même pas fini mon master 2, j'étais déjà parti sur Nantes pour créer cette boîte-là, qui existe toujours, ça s'appelle Neris Environnement. Et ils étaient assez contents. Après, j'en ai pas mal chié pendant 2 ans, parce qu'on a évidemment on s'est pas payé tout de suite, et ça a été globalement assez long. J'en ai chié quoi. Une première création où je me levais à 4 heures pour aller distribuer des prospectus pour pouvoir payer le loyer, et c'était assez compliqué. Et juste après, j'ai trouvé je suis parti dans une autre start-up nantaise à l'époque qui s'appelle The Base, dans le data marketing. Et là, j'ai commencé à gagner vraiment des sous, et ça marchait plutôt bien. Donc, ils ont été contents la première boîte. Et quand je leur ai redit que j'allais créer une boîte au moment de Feezer, là, ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils se sont dit
tu gagnes bien ta vie, t'es à Paris, c'est cool, parce qu'entre-temps j'étais monté à Paris. Pourquoi est-ce que tu veux relancer l'entrepreneuriat et en chier pendant quelques chez années? The Base, ils sont pas compris pourquoi tu voulais créer une boîte alors que tu avais un bon poste, t'étais bien payé, tout ça. Exactement, ouais. Mais ils sont contents aujourd'hui, hein. Parce que The Base, t'étais employé chez eux. J'étais employé, ouais, complètement. C'est-à-dire que je suis passé du statut de, si tu veux, ça faisait 2 ans, on galérait, on n'était pas aligné avec mes associés sur Nereis les 2 années où j'étais sur Nantes. Et à un moment, je me suis dit, bah ok, il faut quand même que je puisse manger, que je gagne des sous et que voilà, j'essaie aussi d'aller chercher un autre type de développement. On va revenir un peu plus en détail là-dessus tout à l'heure. Avant de démarrer les interviews, j'aime bien me back-upper, donc je vais te demander c'est quoi la question qui t'énerve le plus pour pas que je te la pose. La question qui m'énerve le plus, c'est une... Je triche, t'as vu. C'est une bonne question. T'es notamment passé dans pas mal de médias, encore récemment. Il y a une question qui m'énerve, c'est parce qu'en fait, comme je suis CEO de 2 boîtes en même temps, et c'est les questions comment est-ce que tu fais, etc. T'es surhumain, etc. Et ça me saoule un peu parce que c'est beaucoup d'ego autour de cette réponse-là. Je la trouve pas forcément extrêmement intéressante. Mais autrement, non, je vois pas trop de questions comme ça qui m'énervent tant que ça. Mais... Bon, moi, je te poserai pas cette question-là alors. Et la question qu'on ne te pose jamais malheureusement, mais que tu aurais aimé qu'on te pose. C'est encore plus dur, t'as vu? Ouais, je savais pas qu'il y avait autant de réflexion dans ce podcast. Des nœuds au cerveau dès le démarrage. Attends, c'est pas fini, on a encore d'autres. Ouais, la question qu'on me pose quand tu me dis qu'on me pose jamais du coup et que j'aimerais qu'on me pose. Bah où tu te dis c'est dommage, on n'a pas parlé de ce sujet-là, j'aurais aimé que ce soit évoqué, ou ça peut être un sujet, tu vois. Typiquement, je sais pas, sur Juliette notamment, peut-être qu'on te pose beaucoup de questions sur le business de Juliette, etc. Mais peut-être pas je sais pas comment dire. Pourquoi ce projet-là existe, d'où ça vient profondément. Ouais. Je sais pas, je donne des exemples, j'en sais rien. Mais... Ouais, mais je pensais à ça en plus, le fond du projet, la raison d'être, et je pense qu'on se la pose pas assez souvent. Peut-être que c'est vrai que cette question-là, on nous la posait pas trop non plus sur Feezer. On se la posait pas non plus trop non plus d'ailleurs, mais au lancement. Mais c'est important l'esprit raison d'être sur un projet. Je pense que c'est une question peut-être qu'on pose pas assez. On parle plutôt de réussite, je pense, entrepreneuriale, mais plus de pourquoi, du vrai leitmotiv qu'il y a derrière l'entrepreneuriat, quoi. Et typiquement sur Feezer, tu viens plus ou moins de le dire, mais il n'y avait pas vraiment forcément de leitmotiv particulier, c'est juste que vous avez dit que c'était une bonne idée. Est-ce qu'il y avait une vraie volonté de se dire, ok, typiquement là on est dans tes bureaux, il y a une carte du monde avec tous les endroits où ont été tes collaborateurs. Est-ce que c'était la notion du voyage qui vous plaisait tous, ou du storytelling, en fait c'est juste une bonne idée, tu vois? La notion du voyage, oui. En fait, surtout Feezer au départ, c'est vraiment une histoire de potes. Tu vois, Vincent, ça fait 25 ans, ça fait même plus maintenant qu'on se connaît, 27, 28 ans qu'on se connaît, et c'est vraiment l'histoire de 2 potes où on entreprenait et on s'amusait en fait surtout. Et les 3-4 premières années, ça a vraiment été ça, jusqu'au moment où on a professionnalisé un petit peu le job, parce que on avait de la croissance et il y avait surtout des équipes à gérer, mais c'est surtout une histoire de copains, et je pense que c'est vraiment ça qu'il y a derrière. Et après effectivement le voyage lié à la carte postale, il y a un petit lien aussi autour de ça, quoi. Le storytelling qu'on va donner après. Oui, voilà, c'est pour le voyage qu'on l'a fait. Est-ce qu'il y a... Alors on va en parler plus tard, c'est juste pour qu'on puisse les évoquer éventuellement pendant notre conversation, on va réévoquer ça à la fin. Mais c'est quoi les 3 sujets du moment qui t'obsèdent le plus, en dehors du sujet de Juliette et le sujet de Feezer? Est-ce qu'il y a des thèmes, toi, qui t'intéressent en dehors, pas forcément professionnel, mais en dehors justement de tes 2 boîtes qui t'intéressent particulièrement, que tu aimes traiter? Honnêtement, ça se passe beaucoup par l'entrepreneuriat. Moi, la façon dont je vis, c'est vraiment globalement au travers de l'entrepreneuriat.
3 sujets en plus, tu me demandes quand même pas mal de choses. Ouais, parce que j'ai déjà. 3 sujets, ça fait beaucoup. Allez, un sujet. Bah, le sujet. Tu sais qu'il y a le sujet du télétravail qu'on a évoqué un petit peu en amont ensemble, mais qu'aussi que tu as évoqué pas mal dans les médias. Ouais, honnêtement, le sujet qui me passionne le plus, c'est qu'est-ce qu'on va donner aux prochaines générations. Mais du coup, on le retrouve quand même pas mal par le projet Juliette. C'est un peu comme ça que je vois l'entrepreneuriat aussi, c'est-à-dire de la façon dont la vie que j'ai en ce moment, quel type de boîte j'ai envie de créer, surtout pour quel but au final. Parce que je pense que c'est important d'avoir un but fort derrière ça. Et oui, le thème du remote, du 100% télétravail et du bien-être de toute l'équipe que tu peux avoir et du plaisir d'aller au travail en fait. Que ce soit le mot travail, on voit ça comme quelque chose d'assez négatif quand on dit bah ouais, c'est pour gagner des sous à la fin du mois. Je me bats un petit peu pour essayer que ça soit un petit peu différent, quoi. On va parler un petit peu de tes débuts entrepreneuriaux. Je sais même pas si ça se dit. Alors que ça fait le 30e podcast qu'on fait, mais je sais même pas si ça se dit. C'est pas grave. T'as démarré, tu l'as dit tout à l'heure, avec un premier projet Neries. Ouais, Neries Environnement. Neries Environnement. En 2010. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il est né ce projet Tu me disais tout à l'heure que toi, à cette époque-là, tu avais 22 ans. Tu étais avec des entrepreneurs qui étaient un peu plus âgés que toi. Comment ça s'est passé cette rencontre et comment tu as décidé de te lancer dans cette aventure qui avait l'air quand même relativement difficile à vivre, donc est-ce que tu peux nous raconter un peu le début ? Le début, c'est vrai qu'en fait mes associés ils avaient à peu près 10 ans de plus que moi, les trois. Il y avait et c'était des gens assez pointus parce que tu avais un oreille d'or dans l'équipe, un docteur en environnement marin et un ingénieur halieutique au niveau tout ce qui passe, enfin tout autour des poissons. Et du coup je les ai rencontrés dans un stage un petit peu avant. On s'est rencontrés en stage, j'étais en master 1. Voilà, et c'est vrai que j'avais été dans une boîte et le feeling était super bien passé avec eux et ils avaient pour ambition de créer une boîte et ils habitaient à côté de chez moi et on s'est vu le soir quelques fois de suite et à la fin on s'est dit bah ça vous dit pas de se lancer et du coup on s'est lancé dans cette aventure. On était en Normandie mais on a voulu créer la boîte à Nantes parce que pour nous ça faisait beaucoup plus sens, surtout qu'à si tu veux le bureau d'études c'était pour étudier l'impact environnemental d'une industrie offshore, donc potentiellement il y avait des projets d'éoliennes autour de Nantes, donc on s'est dit bah si on est sur place globalement on va pouvoir choper ces projets là. Bon, il fait que c'est que avec l'État les choses ont pris beaucoup plus de temps, donc on a dû aller sur d'autres projets et quand je te dis que ça a été difficile, je pense que ça n'a pas été difficile parce que j'avais cette envie entrepreneuriale. On a pris beaucoup d'échecs, mais l'échec le plus gros que j'ai eu sur cette expérience là, c'est que j'étais pas du tout aligné avec les trois associés. Moi je voulais créer une boîte j'étais plus animé par l'ambition que pouvait avoir la boîte que peut-être par le fond du projet, là où eux finalement le bureau existe toujours, enfin la boîte existe toujours et c'est très bien comme ça et je pense que c'était beaucoup mieux sans moi, donc j'ai arrêté d'être sur ce projet là quoi. Et en plus tu me disais que vous aviez décidé vous étiez 4 hein, c'est ça ? Ouais, on était 4. Vous aviez décidé vous aviez décidé ensemble que tu serais le CEO de cette boîte là à seulement 22 ans. Ce qui paraissait clairement étonnant. Après moi j'étais jeune, assez ambitieux et j'étais assez content, mais clairement j'incarnais pas ce projet là, donc ça faisait moins sens et ça m'a fait du bien de repasser. Bon, je serai plus salarié maintenant, enfin, on peut jamais dire jamais, mais a priori je vais pas retourner dans le monde d'être employé pour quelqu'un, mais ça m'a fait du bien les 2 années suivantes où t'arrives quand même, t'es dans une zone de confort qui est quand même beaucoup plus cool et tu peux quand même essayer de t'exprimer sur d'autres sujets quoi. Ok. Et comment ça s'est passé justement cette transition entre Neries je le prononce super bien. Neries et The Base, comment s'est fait cette transition ? Assez simple en fait parce que avec Neries on était à l'Atlampol, c'est à Nantes, je pense que ça doit te parler du coup. Ouais. Et du coup The Base, Frédéric était là-bas aussi, j'ai parlé avec lui et il m'a dit avec grand plaisir viens dans la boîte et voilà c'était un job de téléprospecteur hein. C'était un petit c'est-à-dire j'ai redémarré vite en bas de l'échelle, j'ai démarré en bas de l'échelle et voilà, la transition après s'est fait vite, clairement ça fonctionnait bien, ça fonctionnait bien, je savais bien clairement le job me plaisait et ça
c'était un monde qui me plaisait bien, ce côté numérique finalement, que je découvrais parce que Neris c'était un projet beaucoup plus entre terre et mer, tu vois, le projet et du coup, je suis vite monté dans la boîte. On est parti sur Paris. On a monté le bureau de Paris parce que la boîte continuait de se développer. Elle était en pleine croissance. Et voilà. Bah, bon, après, au bout de ça, je te dis ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Après, au moment où j'ai eu l'idée de Feezer, le lendemain, je partais, quoi. Justement, comment s'est passée cette transition ? Je pense qu'on peut pas évoquer Feezer sans évoquer le wagon. J'ai l'impression que c'est un peu né en même temps que le wagon, ou c'est né un peu avant. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ça s'est passé comment ? La transition. La formation du wagon à quel moment ? C'est-à-dire t'as quitté The Baz, t'as fait le wagon, ou ouais, chez The Baz et tu l'as fait. En fait, j'étais chez The Baz et du coup je pars du ski. Et juste avant de partir au ski, juste avant que j'ai l'idée de Feezer, je vais voir le boss de The Baz pour lui dire, bah écoute, voilà mon plan. J'avais un plan super défini pour lui dire voilà pourquoi faut que je sois directeur commercial. Pareil, j'étais beaucoup plus jeune que les autres et il m'a dit écoute, et ça m'a marqué, il m'a dit écoute, c'est pas tes clients, c'est mes clients, mais c'était pas dans ce ton si négatif, mais moi à l'époque ça m'a beaucoup impacté et je me suis dit bah en fait il a peut-être raison dans ce qu'il est en train de dire, mais du coup c'est peut-être pas fait pour moi là où je suis tout de suite, et si on veut pas me laisser, enfin si on me laisse pas pousser, c'est pas forcément là où je suis bien. Et on est parti au ski et là on a eu l'idée avec Vincent et du coup je suis rentré et puis on est parti de notre job et on a cherché un CTO parce que du coup on savait pas dev à l'époque et du coup la fameuse recherche de CTO de tous les startupers. Et du coup avec les meet-up pour CTO, tu sais, pour rencontrer son CTO. Ouais, mais il y en avait pas comme ça là. C'était cette 8 ans, ça commençait je sais pas si c'est efficace. Alors si jamais il y a des gens qui ont réussi à trouver leur CTO comme ça à un meet-up, envoyez-moi un message, ça m'intéresse. Et du coup on avait trouvé un dev, mais du coup il voulait un tiers de la boîte et être payé 3000 balles par mois. Enfin, c'était moins le concept de l'entrepreneur qui prend des risques et qui s'investit avec nous dans le projet. Et je pense que c'était pas de sa faute. Je pense qu'on savait pas discuter. Et je sais pas comment on tombe sur le wagon. C'est-à-dire que c'était la première saison, le premier badge du wagon qui était en train de se terminer. Et du coup, j'envoie un message à Romain Paillard parce que je lui dis il faut absolument qu'on y soit et on est 2, donc faut que tu nous prennes tous les 2 et puis on n'a pas beaucoup de sous, donc faut que tu nous fasses un petit package quoi d'arrivée. Et du coup Romain, voilà, on le rencontre, ça se passe super bien, il accepte et du coup c'est comme ça que on a appris à coder, c'est comme ça qu'on a appris à comprendre ce que c'était qu'un produit, d'avoir une meilleure vision produit, être capable d'échanger un peu mieux avec le monde de l'engineering, qui était là où on était quand même très éloigné quelques mois avant, c'est là qu'on a rencontré Thibaut. À l'époque, toi, t'as pas connu ça dans ton batch, mais à l'époque, il y avait un système une sorte de parrain. Et du coup, Thibaut était notre parrain sur ce projet-là. Je crois qu'ils l'ont fait que sur cette saison-là. Qui lui était du batch 1, du coup. Non, Thibaut, il a fait Epitech. C'est un dev, mais du coup, il faisait venir quelques devs sur ce. Je crois que ça durait vraiment ce batch-là. Oui, j'ai entendu ce truc. Et du coup, ça a peut-être pas, ça a pas dû si bien fonctionner que ça, tu vois. Mais du coup, on a eu la chance de rencontrer Thibaut. Le feeling est super bien passé et on s'est lancé tous les 3 dans l'aventure. Ok. Voilà. Et votre projet du wagon, juste pour expliquer, faire une petite parenthèse sur les gens qui connaîtraient pas le wagon, c'est un bootcamp de 10 semaines pendant lequel on apprend à coder de A à Z entre guillemets. Alors évidemment on sort pas de là en étant développeur à 100%, mais en tout cas on a les bonnes bases pour pouvoir après développer ses propres applications et pousser le sujet. Et à la fin de cette formation-là, on doit développer une application web théoriquement. Ma question est-ce que c'était ton projet de fin de batch du coup ? C'était complètement le projet de fin de batch et clairement on n'avait pas trop de temps à perdre. En plus on avait lancé un crowdfunding pendant le wagon, c'est-à-dire qu'on n'avait pas commencé une ligne de code, qu'on vendait déjà des crédits aux gens pour qu'ils puissent envoyer des cartes postales. Ça avait marché. Écoute, alors le montant on avait récupéré 11 900 euros pour une app mobile. À l'époque c'était pas mal, mais bon c'est clairement c'est ton cercle très proche qui t'aide, mais non, on avait quand même été chercher quelques petits power users, tu vois, et surtout ça nous a permis on est arrivé avec 10 000 euros de plus et ça nous a permis d'avoir un peu de sous pour les premiers mois et de mieux lancer la chose et de payer l'application iOS quelques mois plus tard, quoi.
Parce que du coup, l'application iOS, vous l'avez pas développée vous-même? Non, on n'a pas développé l'application nous-mêmes. Je te dis, je crois que le wagon se termine le 15 juin. Là, on avait convaincu Thibaut de venir dans l'aventure, mais on n'avait pas convaincu Thibaut de reprendre le code existant de ce qu'on avait fait pendant les semaines au wagon. Donc du coup, on est reparti d'une feuille blanche et on a développé le site tous les deux. Vincent, lui, s'est occupé plus d'aller chercher les médias et tout, d'organiser la communication. Moi, je me suis occupé du front, Thibaut du back-end, et on a codé ça en 2 semaines et demie. Et là, on s'est lancé en Tour de France des plages. Voilà le début globalement de Feather, quoi. Ok, et l'idée du coup elle est née au ski juste parce que vous êtes dit, quand l'idée elle est née, c'était quoi le momentum exactement? C'est-à-dire le momentum, c'était... J'aurais bien envoyé une carte postale de nous en selfie, je sais pas quoi, et... Globalement ça, après on était... Non mais si tu veux, c'était vraiment le 1er janvier, il neigeait tellement que les remontées mécaniques étaient fermées et on était en plein après-midi, ça faisait 2-3 heures qu'on jouait aux cartes et du coup on a eu l'idée à un moment de se dire clairement on a on voulait envoyer des cartes postales, il neigeait, il fallait aller au village pour retrouver une carte postale qui allait pas forcément nous plaire. On a des photos sur notre téléphone, la qualité des photos commence à être plutôt pas mal, donc potentiellement on pourrait peut-être en faire des cartes postales. C'était ça vraiment le lancement du projet, quoi. Ok. Est-ce que vous avez eu besoin de lever des fonds avec Feather? Oui, on a eu besoin. C'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Non, c'est pas un sujet tabou. Déjà, il y a eu on a fait une première levée de fonds, 11 900 €. Honnêtement, on était à un moment où c'est vrai que on s'est créé. Tu vas pouvoir faire ta transition comme ça, mais quand on a fait le wagon, on était à The Family et la mode à cette époque-là, c'était d'aller chercher. Je pense que c'est toujours globalement la mode pour pas mal de boîtes, mais c'était d'aller chercher vite de l'attraction et d'aller lever des fonds le plus vite possible, ce qu'on a essayé de faire. Donc c'est à dire que après notre été avec la web app, on a envoyé Vincent pendant 4 mois au casse-pipe pour essayer de lever des fonds, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et finalement, on a rencontré des gens plutôt intéressants qui nous ont dit à cette époque-là, regardez votre projet, vous n'avez pas besoin de lever, vous n'avez pas déjà vous n'avez pas les métriques pour pouvoir lever, et surtout pourquoi vous voulez lever, parce que tu vois. On avait 2 ans de chômage devant nous, on avait une croissance qui était plutôt correcte et on avait un modèle intéressant où les gens payent avant qu'on dépense. Donc en allant à notre rythme, c'était pas forcément très cohérent de lever, et surtout je pense qu'on n'avait pas un projet surdimensionné pour pouvoir lever des fonds. C'est-à-dire que Feather, ils ont une vision qui est finalement plutôt correcte, c'est qu'ils nous ont dit on sait que vous allez réussir, vous allez faire une boîte de 5, 10, 15, 20, 30 millions, mais nous on n'investit pas dans ce type de boîte-là. Ok. On devine qui c'est. Et du coup, jamais après vous avez eu finalement levé des fonds. Parce qu'en effet, comme tu le disais, vos clients vous payent avant, donc il n'y a pas eu besoin. Oui, finalement, tu as quand même des besoins qui grandissent. Tu vois, on est dans des locaux. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'il faut payer quand même. On a fait construire nos locaux. On a investi dans des grosses machines pour pouvoir tenir aussi cette cadence-là. Globalement tous les étés, que ce soit les 2e, 3e, 4e années, on était en all-in juste avant le juillet, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'avait plus une thune. Si l'été se passait mal, on stoppait la boîte, globalement. Okay. Ça a été un peu ça pendant 4 ou 5 ans. Okay. Mais après, l'été se passait bien parce que c'est là on a eu la chance que ça se passe bien. C'était là le gros de notre chiffre d'affaires et on savait qu'il fallait qu'on crée un momentum. Et si tu veux, si on fait un bon chiffre sur juillet-août, les 10 mois suivants, la croissance, elle est déjà dessinée, quoi. Et ça me fait penser à ça, mais comme ce moment-là est hyper important pour vous, sans rentrer dans les détails, ça se passait comment votre façon de faire en amont, c'est-à-dire à partir du mois de mai, c'est un maximum de publicité sur les réseaux sociaux, etc., pour mettre en avant votre application? Il y avait tout un plan. Déjà, il y a un plan, c'est que à partir de début juillet, on touche plus aux apps. Déjà, on veut pas un bug qui arrive pendant. Enfin, tu vois, vraiment être. On passait quasiment un peu plus d'1 mois à être stable. Donc au final, pour les devs, ils sont en vacances juillet-août, quoi. Globalement. Alors on était aussi dans un moment où on n'avait pas d'équipe de dev encore, hein. On est dans un moment où on travaille avec 3-4 freelances, 3-4 freelances, iOS, Android 2 ça suffit, 3 et web 3 quoi en gros. Ouais.
Mais donc ça c'est l'aspect plutôt tech produit et après l'aspect communication oui on prépare les choses, on prépare les communiqués de presse, on prépare mais le gros des dépenses pour nous c'était du 20 juillet au 20 août où ça nous coûtait 5-6 fois moins cher que le reste de l'année. Donc il fallait pas louper cette période d'acquisition là quoi. Okay. Tu nous l'as expliqué un peu tout à l'heure, mais au début, comment vous avez séduit vos premiers clients? Alors, tu me disais, on allait sur les plages, distribuer des flyers, etc. Mais c'est quoi le moment où vraiment ça a boosté vous avez senti que les gens ont adhéré à fond à votre application? Et comment vous avez fait pour justement... le moment où on s'est dit, il se passe vraiment quelque chose, ouais. Le jour où parce qu'au tout début, on voyait pas les plis partir. C'est-à-dire qu'on avait un imprimeur qui s'occupait de tout. Et le jour où il a fait faillite, c'est là qu'on a commencé à avoir une croissance énorme. Parce qu'en fait, il nous l'a dit 15 jours après, hein, mais on envoyait 30 cartes par jour à l'époque. Donc ça a été, tu vois, on n'a pas eu beaucoup de SAV. Mais ce jour-là, on s'est dit... À partir de maintenant, on veut voir chaque carte qui part. Et ça a été vraiment notre stratégie de se dire, on a 2-3 ans pour complètement internaliser tout le process. Et on a changé la couleur de nos enveloppes. C'est-à-dire qu'on avait au lieu de passer des enveloppes toutes cheap, on a mis c'était pas non plus des belles enveloppes après avec quelques années de recul, mais c'était des enveloppes bleues un peu plus quali. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir une croissance assez forte, du fait notamment de cette viralité. Parce que t'as déjà envoyé une carte, tu vois, si la personne elle est contente, qu'elle te remercie, quand elle part en vacances l'été d'après, elle va se servir de ton application, quoi. Ok, donc vous mettiez peut-être en place des systèmes de parrainage, etc. quoi. Il y avait on a un gros 15-20% de notre acquisition aujourd'hui, c'est notre système de parrainage. Okay. Alors on va parler justement du télétravail. Aujourd'hui vous êtes à 100% en télétravail. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'être en télétravail dès le début? Est-ce que vous n'avez pas eu peur de ce risque-là d'être à distance, etc. Parce que le télétravail, moi c'est mon avis, j'ai l'impression que c'est pas fait pour toutes les boîtes. Comment tu as su que toi ça allait fonctionner comme ça, ou c'est juste les conséquences qui ont fait que vous êtes retrouvé en télétravail et vous avez fait en sorte que ça marche? Moi je dirais pas que c'est pas fait pour toutes les boîtes, je dirais que c'est pas fait pour toutes les personnes. Et je pense que c'est à peu près la même chose, qu'il y a des gens derrière l'entreprise, mais nous clairement je pense que c'est déjà le 100% télétravail, si les cofondateurs n'adhèrent pas forcément à ce principe-là, ça fonctionnera pas, ça c'est sûr. Nous, comment est-ce qu'on a démarré? Déjà on a fait les 2 premières années sur Paris, après on est arrivé en Normandie, et là on devait recruter un petit peu de gens. Donc recruter des devs en Normandie, c'était un petit globalement un parcours du combattant. On savait que ça fonctionnait bien de travailler à distance avec des développeurs, parce que on avait 4-5 personnes qui travaillaient avec nous à distance, et on aimait bien ce mode de travail, et c'était performant, et ça allait bien aussi avec l'ADN globalement de Feather. Et c'est un moment où Thibaut il a fait le wagon, il était 3-4 mois avec nous en full time, et on n'avait pas de sous pour pouvoir le garder parce que lui il n'avait pas le chômage, donc pendant 2 ans il est parti chez Hitch. Je sais pas si tu vois c'est très bien. Et, les voitures et espèce de Uber. Ouais voilà, le Uber pour les jeunes en gros. Ça a un peu évolué globalement, mais du coup ils avaient une culture très très remote pour la partie développeur, et c'est vrai que à ce moment-là, Feather a 3-4 ans, et on se dit on a envie de recruter les bonnes des meilleurs profils. Pourquoi on se met des limites à vouloir faire venir les gens à Cabourg alors que voilà, il y a plus de limite de frontières. Clairement, en proposant, en disant aux gens, vous bossez d'où vous voulez, vous bossez quand vous voulez, globalement, t'attires beaucoup plus, t'es capable d'attirer les meilleurs profils. Ouais, et pour un coût moindre aussi que ce que tu pourrais avoir avec une boîte sur Paris et des locaux à Paris, quoi. Okay. Donc globalement par contrainte au départ, okay. Et puis après tout s'est créé autour de ça, quoi. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu es un peu défenseur du télétravail, que tu as notamment été interviewé récemment sur Bismart, qui est une espèce de chaîne YouTube qui est avec une émission qui est présentée par quelqu'un de chez Welcome to the Jungle. Ouais, complètement. Où justement tu expliques comment on fait en sorte que les entreprises s'adaptent au télétravail avec un pack de télétravail. Tu expliques ça?
Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu un peu l'advisor du télétravail pour les entreprises, tu vois? C'est pas vraiment l'advisor, c'est que il y a globalement un an, il y avait quand même globalement peu de gens qui étaient en 100% télétravail, et là tout le monde d'un coup s'est retrouvé en 100% télétravail, et du coup les gens ont commencé à me demander, parce que nous ça faisait déjà 4-5 ans qu'on le faisait, et du coup tout le monde a commencé à me demander ça, et au final c'est vrai c'est quelque chose où le discours global c'est quand même attention, parce que pour moi n'importe qui ne peut pas être en télétravail. C'est-à-dire que si tu as des gens qui sont pas autonomes, si tu as des gens globalement ça joue beaucoup autour de l'autonomie quand même, c'est l'un des principaux critères, soit de recruter quelqu'un d'autonome, soit de recruter quelqu'un qui a les capacités pour devenir autonome. Si tu recrutes quelqu'un qui n'est pas autonome, tu lui fais pas un cadeau de venir dans une boîte en 100% télétravail. Et parce qu'aussi, nous, on a eu les échecs. On a eu des personnes qui sont venues et ça s'est mal passé au bout de quelques semaines. Tu le vois très rapidement, les gens, ils sont complètement perdus. Et du coup, voilà, on a travaillé là-dessus, et je pense qu'aujourd'hui, on a un bon système. On a un bon système sur le télétravail, même si même pour nous, c'est pas facile, parce que on se voit pas beaucoup. Et on se voit trop peu en ce moment, tu vois. Alors que l'habitude c'est de se voir 2 fois par an, 2 fois quasiment une semaine par an, où on va à Barcelone, voilà, en retraite, où on vient ici, tu vois, dans les bureaux à Cabourg. Et là, ça fait 1 an et demi qu'on s'est pas vu. Même pour nous, on ressent que on va avoir un besoin rapide de se voir, quoi. Ouais, complètement. Vous avez été racheté il y a un peu moins d'1 an par Clairefontaine, c'était l'été dernier, c'est ça? On a été racheté il y a un peu plus d'1 an. C'était en décembre 2019, si je dis pas de bêtises. Peut-être juin 2020, je sais pas. Comment s'est passée cette prise de décision? Ou est-ce que tu as décidé de te dire ok, je vais revendre la boîte, ou est-ce que c'est eux qui sont venus te voir en disant on est intéressé? Et au final, tu as pris cette opportunité-là? Bon, ça s'est pas fait qu'en décembre, ça a mis... Les premières rencontres, c'était en février, donc tu vois, ça a mis quand même quelques mois. Et là, on était dans une phase où justement, on voulait continuer de grossir, et il fallait qu'on aille un petit peu plus vite, et on avait besoin de lever des fonds. Donc, on a été voir des leveurs de fonds sur Paris, et un des leveurs nous a dit j'ai un acheteur potentiel qui va être intéressé par votre boîte. Et là, la question s'est posée. En gros, on avait 3 possibilités. Est-ce qu'on continue comme on l'a fait depuis le début, à aller à ce rythme-là, mais les cofondateurs, on avait envie d'aller plus vite, tu vois, ça faisait 5 ans qu'on était dans l'aventure. Il y a un moment où quand tu es dans un rythme, en tout cas pour nous, c'est qu'on voulait que ça bouge un peu plus, tu vois. Donc soit on restait, on levait pas de fonds, et on restait à notre rythme, donc là tu pouvais on a enlevé cette hypothèse assez rapidement. Deuxième possibilité, lever des fonds, et troisième possibilité, se rapprocher d'un industriel qui va nous aider. À la fois il va mettre des fonds dans la boîte, et on va pouvoir se servir de tout son savoir-faire industriel pour pouvoir continuer à se développer plus vite. Ok. Et surtout aussi créer une marque qui va durer dans le temps, parce que tu vois, c'est le groupe Clairefontaine qui nous a racheté. Ils ont racheté la Lab il y a quelques temps, et du coup on a cette expérience de 3-4 ans avant où la marque elle continue d'avoir de la croissance, elle continue de bien fonctionner, et c'est un acteur aujourd'hui majeur en Europe, quoi. Je vais te poser une question très classique qui aurait pu être une des questions qui t'énervent, mais je trouve ça toujours intéressant de la poser quand même. C'est tu diriges toujours la boîte aujourd'hui, mais t'appartiens plus, entre guillemets. Quel sentiment tu as de diriger une boîte que t'as créée mais qui est plus la tienne? Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que on a lâché 60% de la boîte aujourd'hui, mais on a encore 40%, et surtout on a un contrat où on maîtrise globalement la vision de la boîte et les choix qu'on fait. Personne ne contraint à certaines décisions. Exactement. Pour l'instant, c'est un peu le deal, c'est-à-dire qu'ils rachètent une boîte, mais c'est parce que aussi les personnes qui sont dedans sont censées avoir plutôt une bonne vision de ce qu'il faut faire pour se développer, et du coup ils nous laissent faire appliquer la vision. Après on a quand même des échanges, on se voit tous les 3 mois, il y a un conseil de surveillance avec tout le monde, et c'est toujours assez intéressant. Ce choc des cultures un peu entre l'industrie et la start-up, mais globalement on essaie quand même de tirer ce qu'il y a de positif autour de ça, quoi.
Ok. Maintenant, on va parler de ton nouveau projet, enfin, qui est même plus qu'un projet, parce que c'est une vraie boîte qui va être lancée très bientôt, qui s'appelle Juliette. Exactement. Est-ce que, alors, on l'a déjà dit en intro, mais est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est et comment, encore une fois, cette idée est née? Est-ce que tu te souviens du moment précis où vous avez décidé de créer ça avec ta femme, du coup? Exact. Alors en fait, on était qui est la cofondatrice du projet pour aller donc la boîte ça s'appelle Juliette. Vous pouvez voir les infos sur juliette.com. Un petit moment pub. C'est là pour ça. Et du coup, on est en juillet dernier. On part à la plage on est dans le sud de la France et on est sur une plage qui est blindée de plastique et t'as notre fille qui a 2 ans et demi qui nous dit qui monte les plastiques et qui nous dit c'est quoi ça, que son tout l'accent qu'elle a d'un bébé et du coup on s'est regardé un peu honteux avec ma femme finalement et je pense que c'est le fait d'être papa aussi d'être parent depuis quelques années où tu prends un peu plus conscience de finalement quand tu vis pour toi et que t'as pas encore d'enfant, tu t'en fous de ce qui peut se passer plus tard. Là où quand tu commences à être parent, en tout cas pour moi tu vois, tu as une vision où tu te dis qu'est-ce qui va se passer pour les générations futures. Et surtout on a quand même vécu un petit traumatisme en mars, tu vois, avec c'est un impact sur la santé, mais est-ce que l'impact sur l'environnement sera encore pire demain avec une autre vague? Tu vois, c'est des sujets qui te trottent dans la tête, et c'est vrai que on est rentré et le soir même avec ma femme on a acheté juliette.com, le nom de domaine, et on s'est dit on sait pas ce qu'on fera, mais en tout cas ça sera pour la prochaine génération, pour la génération de Juliette qui est notre fille, et du coup quelques jours plus tard on a cherché un petit peu où est-ce qu'on pourrait avoir le plus d'impact globalement, et c'est vrai que on jette une quantité de plastique qui est monstrueuse chez nous, alors qu'on pense pouvoir éviter ça. Et donc l'idée, là pour l'instant on va sortir un gel douche, donc c'est une poudre de 25 grammes de poudre, en gros tu rajoutes 220 millilitres d'eau et ça te fait ton 250, tu rajoutes toi-même chez toi et ça te fait un gel douche que tu peux utiliser avec tous les plaisirs que tu peux avoir au travers qui plaît aux Français en fait, ce gel douche, parce que t'as le savon qui existe déjà, mais 80% des gens ils veulent pas utiliser du savon parce qu'ils trouvent pas ça pratique, et c'est un peu l'esprit qu'il y a derrière le projet, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour aller dans cette transition de manière fun, en sortant des produits qui sont bons pour la santé, bons pour la planète, et une des composantes assez fortes qu'on a autour de ce projet, c'est un prix abordable, parce que on peut clairement faire un gel douche qui sera complètement parfait à 15-20 €, mais si c'est pour en vendre quelques cacahuètes dans l'année, c'est pas ce qui va avoir un impact plus fort pour la prochaine génération. Et tu vois, l'essence du projet qu'il y a derrière, c'est quel est l'impact positif qu'on peut avoir sur la prochaine génération. Ok. Et donc ce projet-là, il arrive très bientôt, en mois de mai. En gros, il a même déjà démarré, parce que effectivement, on vend pas de produits encore, mais pour l'instant, on a lancé l'idée, c'était de se dire, il nous reste 4-5 ans avant que le produit arrive, parce que développer... il y a de la R&D, on n'achète pas quelque chose que tu as sur que tu peux retrouver sur l'étagère, tu vois. On a 2 labos de R&D qui travaillent avec nous, on a une docteure en chimie. C'est directement vos produits que vous créez de A à Z. Exactement, ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on attend 5-6 mois que le produit arrive, ou est-ce qu'on commence à parler aux gens, leur expliquer un peu le projet, d'essayer vraiment de créer une communauté assez forte. Et puis il y a une problématique de volume aussi, hein. Quand tu crées un gel douche, tu ne demandes pas à ton usine de t'en faire 3 parce que tu as que 3 commandes, tu vois. Il faut 200. Voilà, 200 s'il vous plaît. Et du coup, c'est plutôt des 10 000, des 100 000 où là ils commencent à te regarder et à te parler. Et du coup, on a lancé il y a un peu plus de... tu vas diffuser le podcast quand? D'ici... là, on est début... Non, attends, on est combien? Mi-février. Mi-février, ouais.
Ouais, je pense que ça sera mi-mars. Bah voilà, donc là ça fait 3 mois qu'on a lancé le concours, on va se mettre un peu dans le futur. On a lancé le concours, voilà, à la moitié du concours. Donc c'est un concours qu'on a appelé 120 jours pour changer le monde, où l'idée, bah voilà, c'est de s'amuser en fait. Et on a créé un concours où vraiment les gens s'amusent. Ils vont s'inscrire sur juliette.com. Tu peux gagner des points. Il y a un système de gamification où plus tu gagnes de points, plus tu gagnes des cadeaux qui sont cool. Du coup, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, tu peux répondre à nos questionnaires produits, tu peux partager le projet, et on rajoute pas mal d'actions. Tu peux regarder une vidéo qu'on a sortie il y a pas longtemps et la partager aussi. Et du coup, elle est vraiment très très cool. Donc je vous encourage à aller la voir. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut taper pour la trouver elle doit être sur YouTube, j'imagine. Sur YouTube, il y a la chaîne, on a lancé la chaîne Juliette, où je pense que les gens la trouveront assez facilement, ou sinon sur la page, ou sinon ou sur juliette.com, tu as la vidéo tout simplement. Donc voilà. Donc ça va être un peu plus simple que de chercher sur YouTube avec les prénoms de Juliette que tu as autour. Mais voilà, et du coup là on est à 2 mois de concours, ça fonctionne assez bien. Alors, on a déjà 35 000 inscrits, on a plus de 26, 27, 28 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et voilà, on sent qu'il y a un vrai engouement autour de ce projet. Il reste encore 2 mois de campagne, donc il faut être encore... 1 mois quand ça va être diffusé, mais du coup ça demande quand même pas mal d'énergie d'être présent pendant 4 mois et de créer quelque chose d'assez fort pendant 4 mois. Après on a l'équipe autour du projet, on a une super designeuse, on a une content manager, on a une équipe de 6-7 personnes autour du projet, où voilà, le contenu plaît beaucoup, on essaie de s'amuser avec les gens et on essaie de leur donner un espoir où ils peuvent se dire c'est sûr que c'est pas sur les premiers mois qu'on va avoir un impact énorme, mais ils ont une vision sur la maison qui m'intéresse. Comment est-ce que je fais pour pouvoir les aider? Ça va être une boîte 100% digitale où tu veux proposer ces produits-là éventuellement en supermarché, même si j'imagine qu'être en supermarché c'est peut-être aussi repartir sur du plastique, etc. C'est quoi ta vision là-dessus? Concrètement, c'est pas encore tranché. Je pense qu'il y a d'autres possibilités que d'être chez Intermarché. La problématique de notre produit face aux géants, Leclerc, Carrefour, c'est que nous on a un produit, on veut diminuer, on veut clairement réduire au maximum la taille du produit, ce qui est un peu contre-intuitif parce que dans des supermarchés il faut prendre le maximum de place pour que les gens t'achètent. Donc est-ce que notre modèle est fait pour ça? Pas forcément. Pour l'instant on est sur un modèle complètement 100% en ligne, et on est en train de voir avec potentiellement des magasins bio, des pharmacies, des choses qui font vraiment sens aussi autour du projet. Il y a un challenge aussi d'être 100% e-commerce, c'est l'impact que tu peux avoir avec le transport, et surtout le dernier kilomètre. Tu vois, 40% du CO2 en transport, c'est le dernier kilomètre, et c'est pour ça qu'on sort aussi une formule d'abonnement pour pouvoir prévoir, parce que si tu peux prévoir, tu peux mettre beaucoup plus de produits dans ton camion, et si tu mets plus de produits dans ton camion, tu as un impact qui peut être plus faible demain. Voilà. Ok. Là, on va passer sur des questions un peu plus générales. Notamment, je sais quand on s'est parlé, tu m'as dit il y a aussi un autre sujet en dehors de du télétravail. C'était aussi l'équilibre vie perso, vie pro. C'est ce que tu m'écrivais. Comment tu l'as géré en gérant Feezer, et quand tu as lancé ce projet, je me dis ça te prenait énormément de temps. Comment tu as réussi à gérer justement ta vie pro perso? Nous c'est un peu mêlé aujourd'hui parce que du coup parce que ma femme est à la fois chez Feezer et chez Juliette, donc c'est des détails que je ne savais pas. Voilà. Si tu veux des infos croustillantes. C'est comme ça que vous êtes connus? Non, ma femme travaillait dans un gros cabinet à Paris, et quand elle est arrivée ici, elle a démarré, nous c'était il y a 5 ans, community manager de Feezer, et du coup depuis elle a continué de grandir, et elle s'occupe du marketing chez Feezer, et l'équilibre vie pro, vie perso, il est clairement important. Nous il y a beaucoup d'organisation autour de ça. On prévoit même les moments le soir où on ne travaille pas, et puis après on est parents aussi, donc il faut prévoir les moments où on est avec notre fille, tu vois.
c'est des moments importants, le 8h à 9h où on petit-déj avec notre fille et on l'emmène chez la nounou et le 18-20h, tu vois, c'est des moments où on veut pas forcément les regretter plus tard. Après, il y a des sacrifices qu'on connaît bien aujourd'hui, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de passion dans ce qu'on se fait et parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et on est assez aligné. On a la chance d'avoir pas mal de sujets boulot aussi communs. Après, on essaye quand même le soir de pas tout le temps en parler, même si ça prend une grosse part de notre vie, quoi. Et c'est une question un peu inhérente à ce qu'on vient d'expliquer, mais les gens peuvent se dire c'est un peu compliqué de travailler avec son conjoint ou sa conjointe. Est-ce qu'au final c'est un problème, ou d'être 100% du temps ensemble tout le temps? Pour nous, c'est une opportunité énorme parce que on est assez libre dans d'où on veut travailler. Tu vois, on fait 3 mois en Normandie, on va partir 3 mois. Ouais. On va partir 3 mois aux États-Unis, 3 mois au Canada. C'est un peu une nouvelle vision du travail. Et du coup, on peut quand même. Le fait d'être dans les mêmes conditions autour de ça, c'est quand même. On le voit vraiment comme une opportunité. Après, je pense que tu vois, nous, on le verrait pas autrement aujourd'hui. Ouais, je comprends. Ouais. Quand t'as l'habitude de ça, de pouvoir aller où tu veux quand tu veux, c'est compliqué de revenir en arrière. T'as aussi investi dans pas mal de petites boîtes à droite à gauche, etc. Tu l'as mis aussi notamment sur LinkedIn. Alors on va pas avoir le temps de parler de toutes ces boîtes là, mais j'ai trouvé ça intéressant que tu le mettes justement sur LinkedIn. Est-ce que ça te permet, là c'est plus le côté gros hacking, est-ce que ça te permet d'obtenir des liens particuliers avec des gens, d'avoir mis ça, ou c'est juste parce que c'est le cas et que tu veux le notifier? Est-ce que c'est un intérêt marketing? L'idée qu'il y avait derrière, c'était aussi de pouvoir recevoir d'autres dossiers, parce que quand tu es investisseur, c'est plus tu as de dossiers, plus tu peux trouver globalement des investissements assez cool. Après, j'ai fait quelques investissements, j'en suis super content et les boîtes sont vraiment cool. Mais aujourd'hui, je suis clairement focus sur déjà 2 projets qui sont assez cool. Ne contactez pas. Voilà. je fais plus d'investissement et tu vois, je me suis arrêté. C'est la tête qui vient de me faire. C'est ouais. Par contre, il faut pas que les gens me contactent. Peut-être d'attendre 2-3 ans. Je trouvais ça intéressant, mais tu viens de répondre à la question. Mais comme moi, je suis pas vraiment investisseur. J'avais pas cette notion-là, mais en effet, c'est intéressant. On a bientôt fini. C'est quoi ton meilleur souvenir dans toute cette aventure Feather, peut-être Juliette aussi d'ailleurs, mais dans toute cette aventure entrepreneuriale? Tu devais en citer un. Et je te mets à l'aise, la question d'après c'est ton pire souvenir, donc il va falloir me donner les 2. Le meilleur et le pire, je pense que c'était au même moment, je vais te répondre aux 2 en même temps. C'est original, on m'a jamais dit ça encore. Ah, c'est vrai? On te dit ça à chaque fois? Non, on m'a jamais dit justement que c'était le même. En gros, le meilleur souvenir, je pense, c'est de faire le tour de France des plages au départ. Et d'avoir des retours qui sont incroyables et d'avoir passé un moment de fou, tu vois, avec Vincent, donc c'était vraiment génial. Et c'est aussi le pire moment parce qu'on en a chié comme des malades et finalement c'est fait envoyer chier toute la journée parce que les gens ils étaient en vacances, ils avaient juste pas envie d'entendre parler de nous. Et du coup c'est pour ça que c'est un peu le meilleur et le pire, t'as le meilleur et le pire, quoi. T'as le retour de bâton. Puis le fait que ça marchait pas encore parfaitement. Non, mais le soir, des gens qu'on avait croisés l'après-midi, j'étais sur votre site mais ça marche pas. Quand on les recroisés, on était encore en train de distribuer des flyers. Donc là on arrive réellement à la fin de l'interview et il me reste mes 8 dernières questions. Donc là normalement c'est là où les gens se disent ok c'est fini, mais en même temps il reste 8 questions, mais ça va très vite. Ok. La première de ces 8 dernières questions, c'est si les gens ont trouvé notre échange intéressant, où est-ce qu'on peut les envoyer pour qu'ils continuent à te suivre, ton actualité? Juliette.com déjà. Juliette.com et globalement sur LinkedIn, si vous me parlez, je réponds à globalement tout le monde. Ok, oula, l'erreur que tu viens de faire. Tu vas recevoir des millions de messages. Non, des milliards. Non, des milliers. Si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi?
Je pense que on sait ce que c'est. Ça va plutôt être le lancement de Juliette. Ouais, une année importante sur Feezer parce qu'on sort d'une année Covid et il y a des enjeux assez forts autour de cette année. Parce qu'on a quand même été un peu impacté. Du jour au lendemain, t'as 80% des gens qui sont arrêtés de partir en voyage. Donc on a dû diversifier un petit peu ce qu'on faisait, ce qu'on a plutôt bien réussi. Et là, c'est une année où on a envie de continuer de repartir. Et puis l'autre projet très passion et c'est vrai qui nous anime pas mal avec ma femme, c'est Juliette.com avec la sortie en mai-juin de notre premier produit, quoi. Allez sur Juliette.com, vous renseigner, vous inscrire à la newsletter. Sur les réseaux sociaux aussi, j'imagine que vous avez des comptes peut-être Instagram. Ouais, on a un compte Instagram, Facebook. Allez les soutenir, c'est un super projet, donc foncez. C'est sympa. Quels sont les 3 outils qui t'ont gagné le plus de temps au quotidien ? Je suis très sur les 3 trucs, tu vois. Plutôt que t'en demander un, je t'en demande 3. Ouais, c'est... je vais te donner les 3 que j'utilise le plus. C'est Slack, Notion et Zoom, en gros. Ok. Zoom, de toute façon... Ouais. Est-ce que Zoom me fait gagner du temps ? Oui, ça m'évite de me déplacer pour voir les gens. C'est parfois pratique, mais... Pour la réunion d'une demi-heure. Est-ce que Zoom, de toute façon, ça fait longtemps que vous en savez, quoi ? Ça fait 5-6 ans, ouais. Non, je vais pas dire 5-6 ans, parce que me dire non, c'est faux, c'est sorti il y a 5 ans. Et alors, question pratique. Pourquoi Zoom plutôt que Google Meet, plutôt que Teams ? Honnêtement, Parce qu'avec mes clients, c'est jamais le même truc qu'on utilise, tu vois. Ok. Le Whereby. Ouais, mais du coup, toi, t'as configuré les 3, c'est bon, là. Ouais, là, j'ai tout sur mon ordinateur, vous pouvez me contacter sur n'importe quoi. Là, mais Zoom, je trouve que c'est le plus performant en étant nombreux. Enfin, en tout cas, c'était le cas il y a 2-3 années. Après, je pense que... Trop de bande passante, quoi. Voilà, exactement. Ouais. C'est quoi ton rêve ? L'un de mes rêves, c'est dans 20 ans, ma fille se dise qu'on a réussi quelque chose d'assez grand pour sauver sa génération. C'est-à-dire te balader sur la plage avec au moins en tout cas de plastique que ce que tu peux trouver aujourd'hui, quoi. Ça fait partie de l'état d'esprit du projet aujourd'hui. Ouais. Si tu devais tenir une conférence TED ou une autre conférence, mais conférence importante, okay. Ça serait quoi le titre de ta présentation, de ton intervention ? Je pourrais avoir 2 sujets, un sujet sur le remote, où là je pense que j'aurais quelque chose d'intelligent à dire. Après, si c'est pour plus tard, c'est peut-être quelque chose comme la passion d'entreprendre, par exemple. Ok. Et sur le remote, tu auras un titre bien précis ? Est-ce qu'il y a un sous-sujet dans le remote qui t'intéresse particulièrement ? Non, il faut un truc assez généraliste, je dirais le futur du travail, ou tu vois, essayer de... J'aimais bien ton truc de pack de remote, tu vois. De dire tu donnes un certain budget à tes collaborateurs et après ils achètent ça. Ouais, le budget remote, c'était très le sujet quand sur Bismart, justement, l'interview que tu as vue, où il y avait, je trouve que c'est assez intéressant parce que t'en fais un peu ce que tu veux. Ouais. Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast ? Je t'avais proposé Quentin de chez Back Market, mais leur bureau sont à Paris, mais c'est un copain qui habite... c'est un copain d'enfance qui habite juste à côté. Peut-être que je ferai une exception. Je te dirais... t'as interrogé Usain, Luc, non, chez Usain. C'est une très bonne idée. Ouais, c'est une super boîte. Ils sont basés où d'ailleurs ? Ils sont à Caen. Ben voilà, Colombelle, si je dis pas de bêtises, s'ils ont pas rebougé. Okay. Ou peut-être qu'ils sont en remote, je sais pas, s'ils ont écouté un podcast. Ou... Tu vas me mettre en contact avec eux ? Avec grand plaisir, ouais. Ça va. Quelle est la chose... Alors ça, j'ai changé cette question, est-ce que d'habitude c'était... Est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu aurais aimé qu'on évoque, que je n'ai pas évoqué ? Je pense que t'as pas mal fait le tour quand même. Hein. Ok, c'est parce que d'habitude les gens répondent souvent ça, donc c'est pour ça que j'ai changé. Mais je me suis dit on sait jamais. Donc la question que j'ai mis à la place, c'est quelle est la chose que les gens sont souvent surpris d'apprendre sur toi ? Et là tu testes cette question-là sur moi du coup. Et là il est dégoûté, il me regarde, il fait oh là là. Je pense que les gens sont surpris de comment je suis quand j'entreprends et qu'il y a beaucoup de passion autour de moi et comment je suis dans la vraie vie finalement, beaucoup plus introverti, vraiment beaucoup plus timide. Ouais. Là où quand il y a quelque chose qui m'anime, j'enlève un peu toute cette timidité. Quoi. Tu vas cette timidité. Okay. Alors dernière question de cette interview. Ça fait déjà 8 mais... C'est la 8e là. Non, c'est parce que j'ai posé 2 fois ma 7e question qui a été remplacée. Alors que ce sera la 9e. Si on associe Baptiste au mot contrevent dans une phrase,
Ça t'inspire quoi? Je me vois à Brest avec ton histoire. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est ce que j'ai raconté. Ça m'inspire quoi? J'ai raconté. Que je recule un petit peu pour prendre de l'élan. Est-ce que tu le vois de façon positive, ce mot contrevent, ou de façon négative? C'est une fois sur deux, généralement, j'ai toujours les deux versions. Ça dépend en fait avec qui, parce que si c'est tes potes, c'est quelque chose qui peut te toucher un peu plus. Si c'est des gens de l'extérieur, à contrevent, ils peuvent le dire, peut-être tu vas plus le voir de façon péjorative et finalement tu t'en fous un peu plus. Mais moi je vois plutôt ça de manière assez positive. Ok, ça marche. Merci beaucoup Baptiste. Merci à toi. Salut. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcasts, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast. Je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech, GROWTH espace TECH, et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans 2 semaines. Kenavo. Bye. Ciao.